Enfin, Emmanuel Macron a enfin daigné de s'adresser au public. Et pour ça, vidéo. Enfin, ce lundi 10 décembre, Emmanuel Macron s'est enfin adressé au peuple pour parler des Gilets jaunes, pour parler de la gronde sociale qui règne maintenant dans ce pays depuis près de 2 mois. Enfin, Emmanuel Macron s'est exprimé sur sa politique. Enfin, Emmanuel Macron a dû, pas donner des comptes, mais en tout cas s'expliquer. Tout d'abord, Emmanuel Macron, il commence son allocution, ce qui est quand même pas courant, en rentrant directement dans le discours dit de fond. Enfin, dans le discours en général. Il n'y a pas cette petite introduction française. Et elle a commencé tout de suite son discours sur l'offensive. Très très tôt sur l'offensive. En parlant de beaucoup de choses. Des casseurs, des politiques. Ce que je vous propose, c'est de regarder quelques florilèges de la partie que j'ai appelée la partie menace. Ces violences ne bénéficieront d'aucune indulgence. Nous avons tous vu le jeu des opportunistes qui ont essayé de profiter des colères sincères pour les dévoyer. Nous avons tous vu les irresponsables politiques dont le seul projet était de bousculer la République, cherchant le désordre et l'anarchie. Aucune colère ne justifie qu'on s'attaque à un policier, à un gendarme, qu'on dégrade un commerce ou des bâtiments publics. C'est donc désormais le calme et l'ordre républicain qui doivent régner. Nous y mettrons tous les moyens, car rien ne se construira de durable tant qu'on aura des craintes pour la paix civile. Donner en ce sens au gouvernement les instructions les plus rigoureuses. Waouh! Bon, déjà plusieurs choses. Une, il y a les méchants casseurs dans les manifestations, les opportunistes. C'est pas nouveau, Emmanuel. C'est genre vraiment pas nouveau. Deux, il y a des méchants politiques qui essaient de reprendre le truc. Qui essayent de bousculer l'ordre. Ces méchants politiques s'appellent l'opposition. L'opposition, c'est ce qui permet de contrebalancer la majorité, y compris quand elle prend des mauvaises décisions. Et reléguer l'opposition au statut de politique irresponsable qui tente de renverser l'ordre, bah c'est irresponsable. C'est irresponsable parce que une opposition, ça permet de nourrir un débat. Une opposition, je veux dire, s'il n'y a pas d'opposition, on ne revoit pas ses postures. Et là, dire que finalement l'opposition, parce qu'elle râle, c'est de l'irresponsabilité politique, et ben c'est irresponsable politiquement. C'est très irresponsable politiquement, parce que l'opposition, c'est le jeu de la démocratie. Il y a eu des oppositions qui ne soutenaient pas le gouvernement en place, mais qui n'étaient pas nécessairement contre. Aujourd'hui, dans ce quinquennat, ça n'existe pas. L'opposition sont les opposants les plus farouches à Macron. C'est un fait, c'est le jeu de la démocratie. Mais les qualifier du coup d'irresponsables politiques, et ben c'est irresponsable politiquement. Troisième chose, il est intolérable que dans notre pays, nous puissions nous en prendre aux policiers, quelle que soit la colère. Bon, bien sûr qu'il n'est pas légitime de frapper un policier, mais quand ce policier vous tire des flashballs dans l'œil, vous éborgne, vous enlève votre main, est-ce que vous êtes peut-être en droit de dire que ça déconne? Est-ce qu'on est en droit de protester contre le fait que la police utilise contre les manifestants des armes létales, potentiellement létales? Car les flashballs, oui, même si c'est classé pas létal, et bien regardez, un tir dans le crâne et c'est le coma, un tir dans le crâne et c'est le décès. Est-ce que c'est normal que la police française soit une des seules polices d'Europe à utiliser des grenades explosives contre ses citoyens? Est-ce que c'est normal que des personnes dos à la police, peut-être même assis, se prennent des coups de matraque dans le coin du crâne? Eh ben non.
ça non plus, c'est pas légitime. Et ça, Emmanuel Macron, il l'a pas dit. Il l'a pas dit une seule fois dans son discours. Il n'a pas rendu une seule fois hommage, ou en tout cas, il n'a pas fait référence une seule fois à ces personnes qui sont mortes à Marseille. Alors, je dis pas qu'il faut encourager à frapper les policiers. Bien sûr que non. Les policiers sont là, normalement, sont là pour nous protéger. On l'a vu à Strasbourg. Mais, en aucun cas, on ne peut parler des personnes qui s'en prennent aux policiers sans parler des policiers qui s'en prennent aux manifestants. Ça aussi, c'est quelque chose à se souvenir. Enfin, il nous dit qu'il faut que l'ordre républicain soit rétabli et que, qu'en ce sens, toutes les mesures seront prises par le gouvernement pour y aboutir. Ça m'a rappelé un autre discours politique que vous connaissez tous, qui a été traduit dans beaucoup de langues. Le voici. Et pour le reste des Jedi, nous avons donné l'ordre de les traquer et de les exterminer. Cette tentative de meurtre a eu des effets. Elle a laissé de profondes cicatrices sur mon corps et dans mon âme. Mais soyez assurés que ma détermination n'a jamais été aussi grande. Pour garantir la sécurité dans la continuité et la stabilité, la République sera bientôt réorganisée et deviendra la première puissance galactique impériale pour une société fondée sur l'ordre et la sécurité. Ainsi s'éteint la liberté, sous une pluie d'applaudissements. Bon, j'exagère un peu, mais vous voyez les similitudes, hein. Chaque fois qu'il y a un mouvement, on invoque l'ordre et la sécurité pour le rétamer. Bah c'est pareil, c'est exactement pareil. Bon, après cette séquence bien violente, il faut bien montrer que, oui, mais on comprend le français qui n'a rien... Et il faut se montrer compassionnel, compatissant. Et voilà, la séquence violon. C'est celle du couple de salariés qui ne finit pas le mois et se lève chaque jour tôt et revient tard pour aller travailler loin. C'est celle de la mère de famille, célibataire, veuve ou divorcée qui ne vit même plus, qui n'a pas les moyens de faire garder les enfants et d'améliorer ses fins de mois et n'a plus d'espoir. Ce sont 40 années de malaise qui ressurgissent. Stop, il y a des anaphores. Donc ce que je vous propose, c'est de mettre x0,25 à chaque fois qu'il dit le mot malaise. C'est parti. Malaise des Travailleurs qui ne s'y retrouvent plus, malaise des territoires, villages comme quartiers, où on voit les services publics se réduire et le cadre de vie disparaître, malaise démocratique, où se développe le sentiment de ne pas être entendu, malaise face au changement de notre société, à une laïcité bousculée et devant des modes de vie qui créent des barrières, de la distance. Nous voulons bâtir une France du mérite, du travail, une France où nos enfants vivront mieux que nous. Cela ne peut se faire que par une meilleure école, des universités, de l'apprentissage et des formations qui apprennent aux plus jeunes et aux moins jeunes ce qu'il faut pour vivre libre et travailler. L'investissement dans la nation, dans l'école et la formation est inédit. Et je le confirme. Tu veux investir dans l'école et l'éducation et les universités? Avec la loi OR? Avec Parcoursup? Non mais c'est une plaisanterie. Non, mais c'est une plaisanterie parce que les universités, s'il y a bien un truc auquel on s'en fout, c'est bien ça. L'éducation, s'il y a un truc qui est censé être majeur mais que tout le monde s'en fout, c'est l'éducation. Non mais parce que sérieusement, vous avez vu l'état de votre lycée? On impose au lycée, aux universités des réformes qui sont bidons. La loi OR par exemple, qui instaure la sélection à l'université, qui augmente certes le budget des universités, mais de façon tellement ridicule que l'université n'arrivera plus à subvenir aux besoins toujours croissants des étudiants, nombre d'étudiants qui est toujours croissant. Récemment, on vient d'imposer aux étudiants étrangers des frais d'inscription beaucoup plus chers, et la Cour des comptes recommande d'étendre cette augmentation des frais d'inscription à tous les étudiants.
C'est ça, vous voulez investir dans l'université? Non, 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 vous ne voulez pas investir dans les universités. Vous voulez que ce soit les privés qui s'emparent de l'université pour y investir dedans. Vous voulez que ce soit les étudiants qui aillent en université, qui payent plus cher. La ministre de l'Enseignement supérieur, Madame Vidal, elle avait pour projet de faire passer les masters à 5 000 €. Alors non, l'université, vous vous en foutez. Les collèges, vous vous en foutez. La réforme du bac de M. Blanquer, qui supprime les filières, qui fait perdre toute cohérence au modèle d'enseignement en France, qui est déjà très mauvais. Mais là, on perd totalement toute cohérence. Vous imaginez que des personnes qui comptent faire des matières scientifiques se retrouveront avec les mathématiques évincées du tronc commun? Vous trouvez pas ça anormal, illogique? Non, vous en foutez de l'éducation, monsieur Macron. Et d'ailleurs, si vous voulez investir dans les étudiants, si vous croyez en la jeunesse, je ne crois pas que vous la frapperiez à ce point-là. Exemple. On est les étudiants de la fac de droit de Montpellier. On était en train de rentrer à notre fac suite à une manifestation. Et la police est venue derrière nous et ils nous ont matraqués alors qu'on était dos à eux. Là, on s'est réfugiés dans un Carrefour City et ils ont essayé de nous rattraper. Ils se sont mis tout autour du Carrefour City. Là, on essaye de sortir. Et les messieurs de la BAC ils nous ont menacés. Ils nous ont dit on va vous avoir, on va vous avoir. Ils ont frappé des copains qui essayaient d'escalader des grilles pour se mettre à l'abri alors qu'ils étaient en train de nous matraquer. Ils ont donné des coups de pied dans des gens qui avaient les mains en l'air. Ma main est sur la tête là, voilà, hop, main sur la tête. Ma main est sur la tête. Ma main est sur la tête. Vous n'avez pas le droit de me demander d'arrêter de filmer, monsieur. Vous n'avez pas le droit de me demander d'arrêter de filmer. Vous n'avez pas le droit de me prendre mon téléphone. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Je le pose. Vous n'avez pas le droit de le prendre. Attendez, il y a mon doigt derrière. C'est comme ça qu'on investit dans la jeunesse, hein. On appelle ça aussi un viol, tant qu'on y est, aussi. Voilà. Donc voilà, c'est ça ton état d'urgence économique et sociale. C'est tellement l'urgence sociale que tu frappes les pauvres. Eh ben, fabuleux. Franchement fabuleux. Je demande au gouvernement et au Parlement de faire le nécessaire afin qu'on puisse vivre mieux de son travail dès le début d'année prochaine. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois dès 2019, sans qu'il en coûte 1 € de plus pour l'employeur. Ah oui, le SMIC. Tu vas augmenter le SMIC sans que ça coûte 1 € à l'employeur. Ben c'est qui va payer le SMIC alors? Nous? Ah non. Non. Un SMIC c'est un salaire, c'est une entreprise qui donne le salaire. Si nous, on se met à payer pour de l'argent qu'on va recevoir, ça voudrait dire que pour compenser le fait que je touche pas assez, je me prends et me redonne de l'argent. Mais t'es pas logique. Non mais t'es pas logique. Ça veut rien dire, c'est impossible. C'est totalement impossible. Ça voudrait dire que, alors soit tu augmentes les impôts pour pouvoir payer cette augmentation, soit tu prends dans les caisses de la sécurité sociale en supprimant les cotisations. Ouais, bah, d'accord, mais dans ce cas-là, on pourra plus soigner. Nous, c'est pas ce que les Gilets jaunes demandent. Ils demandent une augmentation réelle du SMIC. Ils demandent à ce qu'on soit mieux payé par les employeurs. Ils ne demandent pas à ce qu'on paye des charges. Ils ne demandent pas à ce qu'on sacrifie du service public pour pouvoir mieux être payé. Non, pas du tout. Et puis d'ailleurs, quand on parle de hausse du SMIC, eh bien tiens, magiquement, tout de suite après le discours de Macron, l'Élysée a dit que oui, mais quand même, il ne s'agit pas exactement de... Oui, parce qu'en fait, il s'agit d'une hausse de la prime d'activité qui existe déjà et qui n'est pas versée par tous les établissements. Donc les employés des établissements qui ne touchent pas la prime d'activité ne verront pas cette augmentation. 20 €, on a ça, c'est ça, 20 € d'augmentation de la prime d'activité qui était censée s'étaler sur 4 ans. 20 € liés à l'augmentation
une augmentation du SMIC par vague prévue sur le quinquennat également. Donc on a 60 € qu'il va falloir piocher à quelque part, je suppose, dans les caisses de la sécurité sociale. C'est pas une augmentation du SMIC. Là, vous perdez du salaire. Vous perdez du salaire différé qu'on va vous faire croire qu'on va vous donner tout de suite. Mais en vérité, vous vous faites douiller les gens. Il n'y a pas de hausse du SMIC. Et puis 100 € à la marque, franchement, monter le SMIC à 100 €, ça veut dire le SMIC à peu près à 1100 net. Monter le SMIC de 100 €, ça fait maintenant les nouveaux SMICards, ils seront à 1002. Ça change absolument rien. Les heures supplémentaires seront versées sans impôt ni charge dès 2019. Et je veux qu'une vraie amélioration soit tout de suite perceptible. C'est pourquoi je demanderai à tous les employeurs qui le peuvent de verser une prime de fin d'année à leurs employés. Et cette prime n'aura à acquitter ni impôt ni charge. Oh là là, non mais c'est pas possible, je vais me rabâcher, ça va rabâcher. Les heures supplémentaires, c'est payé dans le salaire. Si tu ne fais pas payer de charge, c'est la sécu qui paye. Je pourrais en faire une chanson, c'est incroyable, hein. Non, c'est même pas la peine, j'ai pas les compétences. Non mais, plus sérieusement, déjà, les heures supplémentaires pas versées, eh ben c'est pas normal qu'elles soient pas versées. C'est pas un truc auquel on a le droit, c'est pas une faveur qu'on nous fait, c'est un devoir de la part de l'employeur de payer les heures, les heures supplémentaires. Et majorer s'il vous plaît. Parce que oui, c'est dans la loi. Ben, avant que tu supprimes le code du travail. Mais oui, les heures supplémentaires, le paiement des heures supplémentaires, c'est un droit. Et le fait que tu dises il faut les payer, eh ben, ce n'est pas un cadeau. Et encore une fois, étant donné que c'est payé, c'est l'entreprise qui paye, ce n'est pas le contribuable à payer. On ne va pas payer des impôts pour recevoir du salaire. Cette mesure, c'est de l'enfumage. Ensuite, pour la fameuse prime de Noël, je demande aux entreprises, ça sert à rien de demander. Les entreprises, quand ils peuvent verser la prime de fin d'année, ils la versent. C'est tout. Les entreprises qui ne peuvent pas la payer, ils la payent pas, parce qu'ils n'ont pas les moyens. C'est tout. Ça se passe comme ça, les primes de fin d'année. Le fait que tu demandes de la payer, ça ne va rien changer. Ce n'est pas une mesure concrète. Tout ce que tu viens de proposer maintenant, c'est du vent. Tout ce qu'Emmanuel est en train de vous proposer, c'est de l'enfumage. Il n'y a absolument rien de faisable in concreto. Ou en tout cas, le peu qui est faisable, eh bien vous allez le payer. Vous allez financer votre propre augmentation de salaire. Ce qui est un non-sens. Les retraités constituent une partie précieuse de notre nation. Pour ceux qui touchent moins de 2 000 € par mois, nous annulerons en 2019 la hausse de CSG subie cette année. L'effort qui leur a été demandé était trop important et il n'était pas juste. Bon, la CSG. Bon, on va attaquer un gros morceau pas évident. Alors la CSG, c'est très caricaturalement ce qui permet de payer la sécurité sociale. Tout le monde y contribue, et y compris les retraités. On prend de l'argent à des personnes qui sont à la limite de la pauvreté, ce qui fait qu'ils basculent dans la pauvreté. Parce que oui, ce qu'il annonce, du coup, c'est pas une annulation de la hausse de la CSG pour les retraités qui touchent individuellement plus de 2 000 €. C'est pour les foyers fiscaux qui touchent moins de 2 000 € de retraite. C'est ça la formulation. Et c'est ça qui fait que c'est de l'enfumage également. Je sais que certains voudraient, dans ce contexte, que je revienne sur la réforme de l'impôt sur la fortune. Mais pendant près de 40 ans, il a existé. Vivions-nous mieux durant cette période? Les plus riches partaient et notre pays s'affaiblissait. Revenir en arrière nous affaiblirait, alors même que nous sommes en train de recréer des emplois dans tous les secteurs. On va attaquer un très gros morceau, puisque là, c'est de l'ISF dont on parle. L'impôt sur la fortune. C'est un impôt qui est payé par les personnes qui détiennent beaucoup de richesses. Et il a été supprimé par Emmanuel Macron, banquier à Rothschild, pour éviter que les riches n'aient à sortir de l'argent. Soi-disant, parce que les riches partaient, et ça sert à les faire revenir et à les faire investir dans l'économie. Les riches, s'ils se barrent, c'est parce qu'ils n'en ont rien à foutre de la France. S'ils n'ont rien à foutre de la France, ils ne payent pas leurs impôts. S'ils ne payent pas leurs impôts, c'est le service public qui en pâtit. Si le service public en pâtit à cause de personnes qui ne veulent pas payer d'impôts, la solution, ce n'est pas de les exonérer d'impôts, c'est de les punir. Parce que nous,
quand on a un mois de retard dans, dans le paiement de nos impôts, on nous rappelle, on nous majore. L'ISF, c'est 10 milliards d'euros qui ont été supprimés. 10 milliards d'euros qu'il faut le récupérer. Et que ce sont les gens comme vous et moi, des classes moyennes, qui devons payer les impôts, qui n'ont pas de voie de secours contre ça, qui vont devoir se taper le caprice des riches. Si les personnes qui en ont rien à foutre de la France ne veulent pas payer leurs impôts, on n'a pas à leur faire de cadeaux. Parce que nous, on nous en fait pas de cadeaux. Les riches, n'en déplaise à Macron, ce ne sont pas les moteurs de ce pays. Les moteurs économiques de ce pays, ce sont les gens qui se lèvent à 6 h du matin, qui vont dans les usines et qui produisent toute la journée, pendant 8 heures, qui produisent en cadence comme des machines. Moi, j'ai travaillé à l'usine. J'ai travaillé à l'usine. Toute la journée, j'appuyais sur un bouton. Je prenais une bobine, je la mettais dans la machine, j'appuyais sur un bouton. Je prenais une bobine, je la mettais sur la machine, j'appuyais sur un bouton. Toute la journée pendant 8 heures. C'est l'ouvrier qui va à l'usine qui crée de la pollution, de la production, qui est le moteur économique de ce pays. C'est l'ouvrier qui va toucher son SMIC qu'on va imposer. C'est l'ouvrier qui fait en sorte que le service public fonctionne. Ce sont ces infirmiers dans les hôpitaux. Ce sont ces personnes qui travaillent dans les ports. Ce sont les personnes qui entretiennent la voirie. Ce sont les gens comme vous et moi, qui ne touchent pas des sommes astronomiques, mais qu'on impose. Ce sont ces gens-là qui produisent la richesse de ce pays. Et les 1% les plus riches, qui s'accaparent je ne sais pas combien de pourcents des richesses de la nation, eux, ce sont des profiteurs. S'ils se barrent de la France, qu'ils se barrent. S'ils ne veulent pas payer d'impôts, qu'ils ne les payent pas, soit, mais qu'on ne les exonère pas et qu'on les poursuive, qu'ils rendent compte devant la justice, qu'on ne leur fasse pas de cadeaux. Moi, je suis partisan d'une idée beaucoup plus radicale, hein, je vais pas vous le cacher. Celui qui est pris à tricher avec l'impôt, il n'a plus le droit au service public. Le temps qu'il n'a pas régularisé sa situation. Parce que là, le service public, il vit grâce à l'impôt. Le fait qu'en France, vous puissiez avoir de l'eau au robinet, c'est grâce à l'impôt. Le fait qu'en France, vous ayez les médicaments qui soient remboursés par la sécurité sociale, c'est grâce aux impôts et aux cotisations sociales. Le fait qu'en France, vous ayez des routes entretenues, c'est grâce à nos impôts. Des piscines à 5 €, c'est grâce à nos impôts. Alors les gens qui refusent de payer l'impôt, vous refusez de faire tourner le service public, vous refusez de participer au service public. De fait, vous n'avez pas le droit au service public. Et M. Macron, faire des cadeaux en supprimant l'ISF comme ça, c'est irresponsable. Pour la vie de ce pays. Pour le modèle de service public qu'il proposait. Et ce n'est pas parce que l'Europe ne connaît pas cette notion de service public et plus généralement d'intérêt général que vous devez squeezer la connaissance que nous avons du service public en France. C'est pour cela que oui, nous devons rétablir l'ISF, que oui, nous devons traquer les fraudeurs fiscaux. Car la fraude fiscale est beaucoup, beaucoup plus chère que la fraude sociale. La fraude aux aides sociales qu'on sanctionne, la fraude de ceux que vous appelez négligemment les assistés, eh bien oui, elle coûte beaucoup moins cher que la fraude des vrais assistés, que sont les riches. C'est aussi avec notre projet collectif que nous devons renouer, pour la France et pour l'Europe. C'est pourquoi le débat national annoncé doit être beaucoup plus large. Pour réussir, nous devons nous rassembler et aborder ensemble toutes les questions essentielles à la nation. Ces changements de fond, qui demandent une réflexion profonde et partagée, imposent un débat sans précédent. Il devra se dérouler au niveau national. Dans nos institutions, chacun y aura sa part. Gouvernement, assemblée, partenaires sociaux et associatifs. Pour conclure toutes ces annonces, voilà qu'Emmanuel Macron se met à annoncer la venue d'un grand débat national un peu fourre-tout dans lequel il mélange beaucoup de thèmes, transition écologique, représentation nationale, immigration. Et tout ce gros débat devrait se faire avec tout le monde. Problème, c'est qu'il y a déjà quelque chose de prévu pour accueillir ce débat. On appelle ça l'Assemblée nationale.
En effet, l'Assemblée nationale, c'est là où on débat des sujets de société, où on adopte des règles qui permettent à nos concitoyens de pouvoir vivre ensemble. Est-ce que l'Assemblée nationale aujourd'hui permet de faire en sorte que le citoyen soit impliqué dans les débats de société? La réponse, elle est claire, c'est non. C'est non, parce que vous avez juste à regarder dans la rue. Les gens se sentent pas écoutés. Les gens se sentent exclus. Et le modèle de la République fait en sorte que les gens soient exclus. Alors certes, la Ve République prévoit des mesures de démocratie directe, comme le référendum. Mais le faire usage du référendum, ce n'est qu'une voie subsidiaire, j'ai envie de dire. Le dernier référendum en date, le dernier référendum national en date, eh ben je m'en rappelle plus. Franchement, je ne m'en rappelle plus. Je crois que ça devait être pour le traité de Maastricht, je crois. Donc, est-ce que ce vote a été respecté? Non, puisque le traité de Maastricht, on l'a quand même adopté. Il faut faire en sorte que la voix du citoyen prenne plus de place à l'Assemblée nationale. Ceux qui sont entendus ne sont entendus que pour choisir ceux qui vont le représenter, sans jamais qu'on leur demande leur avis sur ce qui va être voté. C'est ce que le peuple demande. Plus de démocratie directe. On peut imaginer plus de moyens de démocratie directe. Par exemple, un moyen de contrôle du peuple sur l'Assemblée nationale, par exemple, ou sur le président, par le référendum initiative populaire ou citoyenne, ça dépend comment vous voulez l'appeler. Mais c'est une idée à creuser. On peut parler du référendum révocatoire. Il y a plein d'initiatives pour ramener le citoyen au cœur du débat. Et il faut les mettre en place. Et ce grand débat qu'annonce Macron, c'est tout simplement la vie de la société. C'est tout simplement la vie de la société qui doit être débattue à l'Assemblée nationale, avec des représentants du peuple qui viennent porter la voix du peuple. On peut imaginer des systèmes où les députés ne seraient que porteurs du résultat d'un débat d'assemblée locale, par exemple. Il y a encore tout plein de possibilités à explorer pour faire vivre la démocratie. Et l'Assemblée nationale n'écoute pas le peuple. Les représentants n'écoutent pas ceux qu'ils représentent. C'est avant tout ça le majeur problème. Et il est des interlocuteurs naturels des citoyens qui doivent en recevoir les demandes et s'en faire les relais. Ce sont les maires. Ils portent la République sur le terrain. C'est pourquoi je rencontrerai moi-même les maires de France, région par région, pour bâtir le socle de notre nouveau contrat pour la nation. C'est quand même assez hypocrite, hein. Parce que là, Emmanuel Macron annonce que les interlocuteurs privilégiés pour ce débat national, ce sont les maires. Les mêmes maires qu'il a refusé de voir au salon des maires. C'est ironique, hein. Nous sommes à la tâche et je reviendrai m'exprimer devant vous pour vous rendre compte. Ah oui, ce grand rendez-vous! Tu vas nous fixer un rendez-vous que tu vas manquer ou auquel tu seras présent? Parce que nous, je peux t'assurer qu'on va te tomber dessus si jamais tu ne rends pas compte de ce que tu fais. Promesse de youtubeur. Mon seul souci, c'est vous. Mon seul combat, c'est pour vous. Notre seule bataille, c'est pour la France. Vive la République. Vive la France. Alors qu'est-ce qu'on peut en retirer de cette adresse au peuple français? Des mesures vagues, infaisables, voire pas concrètes du tout, beaucoup de vent brassé pour pas grand-chose, un débat national tellement fourre-tout qu'on ne sait pas, sur quoi il va porter, d'ailleurs qui doit être porté à l'Assemblée nationale, pas de remise en cause de sa politique, pas de remise en cause de l'ISF, pas de mesures concrètes pour l'environnement, pas de mesures concrètes pour la protection, pour plus de protection des salariés, pas de mesures concrètes pour l'éducation.
Si je devais résumer ça en un extrait vidéo, この葉隠れ秘伝怪術奥義